Dans Parashat Toldot, on présente Yaakov et Esav. Vayigdelu hanaharim, vayi Esav ish yodea tzaid ish sadeh, v'Yaakov ishtam yoshev ohalim. Les enfants grandirent, et alors que Esav était un homme qui connaissait l'art de la chasse, et un homme des champs, Yaakov était un homme sans malice, mettons, Tam, qui demeurait dans les tentes. Alors, Rashi là-dessus, Yodea Tsaïd, Latsoud ou le Ramot et Aviv Befiv, Veshoalo, etc. C'était, qu'est-ce que ça veut dire un homme qui connaissait la chasse? Il savait comment s'y prendre pour chasser ou le Ramot et tromper son père. Par opposition, Rashi apporte une définition de Tam, Einobaki Becholeili, il n'est pas expert dans tout l'art de la chasse et de la tromperie, et la Kulibo Kenpiv, comme son cœur, c'est ainsi qu'il se présente, c'est comme ça qu'il parle, Mishe Eino Harif le Ramot Karuitam, quelqu'un qui n'est pas Harif pointu, expert, difficile à traduire, pour tromper, s'appelle Tam. Voilà. Ça, c'est une présentation de Esav. On a aussi Esav qui est défini dans la Torah comme Émori, un homme Émori, c'est-à-dire que la carte imiada Émori, Yaakov va donner une part supplémentaire, un droit d'aînesse à Yosef, qu'il a pris de la main du Émori. Dans une explication, Rachid dit Émori, c'est de Esav. Esav s'appelle Émori chez Kol Kocho Befiv, qui a la force dans la parole. Il arrive, c'est sa meilleure arme, c'est l'arme de la parole. Oui. Voilà. Alors, ça c'est en quelques petits mots la présentation de Esav. Ce qui est intéressant, c'est que quand on va passer à la présentation du personnage de Lavan, on retombe un peu dans les mêmes définitions, n'est-ce pas? La Gemara dans Megillah, El Yud Gimel Amud Bet, Vayaged Yaakov le Rachel ki achi Aviyahu. Yaakov se présente à Rachel comme étant le frère de son père. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Il n'est pas le frère du père, il est le fils de la sœur de son père, il est le fils de Rivka, il n'est pas du tout le frère de Lavan. Alors qu'est-ce qui se cache derrière le fait de se présenter comme le frère de son père? Et là, Amar la Mitzbali, quand il a vu Rachel, il a dit sois marié à moi. Amrale in. Il dit d'accord. Mia abba ramaahu. Velacholtle. Mais mon père c'est un ramaï. D'ailleurs, tout le monde fait remarquer que Lavana Arami, c'est même les lettres de Ramaï, c'est connu. Hein? Velo yachotle, tu n'arriveras pas contre lui. Amarla, achiv anab ramaout. Elle dit, ben moi, il tombera sur quelqu'un de son niveau, très bien. Oui, arrive Anib Ramaout. Voilà. Ou bien, on a, après la nuit de noces, Vaïba Boker Vineiléa, on sait bien que Lavan a passé Léa à la place de Rachel, Vayomer et Lavan, Mazot Asitali, Halobrachel Avatani, Imar, Velama Rimitani. Comment tu as agi avec moi? Mais j'ai dû travailler pour Rachel. Pourquoi tu m'as trompé? De nouveau le Rimitani. Donc, alors, mon problème, si vous voulez, est le problème suivant. Esav et Yaakov, Esav et Lavan
sont tous deux présentés comme des experts dans l'art de la ruse. L'un, c'est un chasseur, fin stratège, trompeur patenté. L'autre n'est pas un chasseur, mais enfin, trompeur patenté, c'est un expert en tromperie et combine. Oui. Alors, a priori, il est étonnant que l'on rencontre une étape nouvelle dans la vie de Yaakov qui ne ferait que reprendre une étape antérieure. C'est-à-dire, il avait déjà une compétition par rapport à son frère. Tant qu'il était à la maison, il avait une compétition contre un trompeur, comment il va s'y prendre. Et c'est étonnant qu'on remette cela, parce qu'en général, ce qui se passe dans la vie des Havot, c'est une évolution perpétuelle, c'est une épreuve après une épreuve. En ce qui concerne Avraham Avinu, Avraham Avinu est spécial là-dedans, que lui, il a été éprouvé particulièrement, mais on rencontre aussi chez les autres, comme ça, une raison d'être de remettre les plats. Pourquoi il faudrait de nouveau qu'il s'attaque à un trompeur, alors qu'il a déjà dû savoir comment employer ou ne pas employer la ruse à bon escient. N'est-ce pas? Bien. Alors, c'est ça, si vous voulez, le sujet de mon cours. En quoi la Ramaout de Esav et la Ramaout de Lavan, c'est deux choses différentes. Alors qu'il s'agit dans les deux cas, évidemment, Ramaout de tromper. Ramaï, c'est un trompeur. N'est-ce pas? Bien. Il y a aussi quelque chose qui est remarqué, que de penser à Yaakov comme quelqu'un d'un peu simpliste, de naïf, il est Tam Yoshevo Alim, c'est un petit peu étonnant de croire que un personnage clé de l'histoire, ce soit quelqu'un qui serait à la limite un peu simplet. Tam, Omer, Mazot, dans la Haggadah. Tam, c'est quoi? C'est celui qui s'étonne des choses, mais sans arriver à les formuler. Mazot, c'est quoi? Le Chacham, il sait ce qu'il a comme question. Oui, mais le Tam, il s'étonne. Bon, c'est bien, il a un cœur qui est éveillé à quelque chose, mais il est incapable de décrire, de préciser. Il a une pensée qui n'est pas très élaborée. Il a peut-être un cœur qui est ouvert, mais un cercle qui n'est pas tellement développé. Or, sur la Torah, on dit Ani Chorma, Shachamti Orma. Il y a un verset dans Michelet qui dit la Torah, c'est la Chorma dans laquelle réside la Orma. Orma, c'est un terme de ruse. Kevan shenichnas Torah, nichneset armumiut. Quand la Torah, elle rentre dans quelqu'un, dans la tête de quelqu'un, ben, il commence à devenir subtil. Le Malbim, il va dire, attention, marquez en face le Petit Yamin le Chol Davar, celui qui se laisse séduire, le petit, ouais, c'est quelqu'un un peu... Yamin le Chol Davar, ça veut tout dire, c'est quelqu'un qui avale tout. C'est-à-dire quelqu'un qui a peut-être bon cœur, j'en sais rien, mais qui gobe n'importe quoi. Yamin le Chol Davar, il croit n'importe quoi, et la Torah, elle est markimat petit. Elle donne à cette personne qui donne toujours raison au dernier qu'il rencontre. C'est comme ça que ça se passe. Hein, un homme qui manque d'esprit critique, le dernier qui lui a parlé a toujours raison. Parce qu'il n'a pas une structure mentale, ou il n'a pas une analyse serrée qui lui permet de critiquer. Il manque d'esprit critique. Et la Torah, elle est markimat petit, c'est-à-dire que la Torah, elle structure l'esprit, elle amène une réflexion, elle forge la réflexion, elle est la clé de la réflexion, et donc, même quelqu'un qui au départ il avalerait n'importe quoi,
eh ben, tu sais, il apprendra avec le temps à ne pas croire tout ce qui se dit partout. Oui. Et c'est dans la définition même de la Torah, Ani Chochma, Shachanti Orma. Il y a un couple qui s'appelle Chochma, la Torah, mais c'est pas une sagesse, on n'est pas dans un monde, je dirais, chrétien. On n'a pas une religion comme ça gentille. C'est une religion qui est très, ce que la Torah elle donne, c'est une perspective très critique, très analytique. Et donc, dans cette mesure-là, la Horma n'est pas loin. La Horma, c'est Harum. Harum, c'est il sait calculer, il réfléchit à l'avance, il se projette, etc. Donc, d'imaginer que Yaakov, il est Ishtam, Tam dans le sens de quelqu'un qui est qui gobe n'importe quoi, c'est certainement loin du personnage de Yaakov. D'ailleurs, on voit que Yaakov, à moins qu'il soit le seul qui ait de l'illusion sur lui-même, c'est se dire Achiv ani Boramaout. Je suis le frère de la. Ah, c'est un rusé. Un rusé et demi. Tu vas voir ce qu'il va tomber. Donc il prétend avoir tout à fait les armes pour arriver à contrer Lavan. N'est-ce pas? C'est un homme qui a aussi la chorma, sans doute qu'il a des critères moraux qui l'empêchent de se laisser aller et de. Oui, mais il saura se défendre. D'accord? Bien. Donc, on va un tout petit peu avancer. Quand vous comparez les résultats de la confrontation de Yaakov à Esav et ceux de Yaakov à Lavan, ben vous verrez que Yaakov, tout gentillet qu'il est, tout inoffensif qu'il paraît, arrive d'une façon ou d'une autre à rouler le rusé. Il triomphe. Finalement, les choses importantes, il les a. C'est-à-dire, Vayakveni Zepamaim, et ça lui dit, il m'a roulé 2 fois. Tiens, le nom d'ailleurs de Yaakov, c'est pas un nom glatte, c'est pas un nom quelqu'un qui est lisse comme ça, un homme. On aurait cru, on aurait pu s'attendre, on aurait dû tomber sur un bon religieux un peu gnangnan, qui avale un petit peu n'importe quoi, très gentil, quoi, qui croit que la gentillesse c'est ça la première mitzvah, n'est-ce pas? Vous savez qu'on a demandé une fois au Rav de Brice, quelle est la première mitzvah de la Torah? Alors on va commencer à dire, première mitzvah de la Torah, c'est, je sais pas, Piriavrivia, c'est la première qui est citée, c'est le fait d'avoir des enfants. Nitzain kaishoite, pas être un abruti. La première mitzvah de la Torah, c'est de ne pas être un abruti. Contré dans les 613 mitzvot, elle ne fait pas partie. Mais le Rav de Brice, il savait ce que ça veut dire. Ça veut dire, le reste, l'expression de, les mitzvot sont l'expression, mais Nitzain kaishoite, pas être un abruti. Oui, bon. Alors, donc, Yaakov, dans ce qui compte dans ses confrontations avec Esav, d'une façon ou d'une autre, il obtient le droit d'aînesse et il obtient les brachot. Je dirais, la maman y est pour beaucoup. Quoi qu'il en soit, on voit que Esav est tout étonné. Il croyait qu'il avait un bon petit juif, quoi, que c'est l'image quoi, du bon petit juif. Et puis il dit, Veni pas mal. Ou bien, quand le malach va se battre avec Yaakov et changer son nom, il dit, Lo Yaakov Yamer Shemecha, c'est-à-dire que tu n'as pas eu les choses de Ramaout. Je vous lis un peu comment c'est dans Breshit Lamed Bet Kaftet. Lo Yaakov, Lo Yamer Od, Shabrachot, Baoulecha, Be'akava Urmiya. On ne va plus dire à partir de maintenant où tu t'es confronté victorieusement aux représentants spirituels de Esav, on va arrêter de dire que tu as obtenu les choses, Akev, Akava, c'est rouler comme le talon qui est rond, et en roulant les gens, et Ubermia, et par ruse. Donc on voit que dans le domaine de la ruse, d'une façon ou d'une autre, Yaakov il est très à la hauteur. Il a trompé le chasseur, celui qui s'est baratiné, qui s'est raconté, présenté les choses, qui s'est trompé son père. Avec Yaakov, ça ne marche pas tout ça. Bien. Alors, on aurait attendu
que le jour où il va rencontrer Lavan, lui qui met sur sa carte d'identité fièrement, c'est Gemara Yud Gimel là dans Megillah, arrive Ani Beramaout, je suis son frère dans la tromperie. Alors on a attendu, il va y avoir un match extraordinaire. Extraordinaire ou pas, le match n'a pas lieu. Ça veut dire Yaakov, il est en dessous de tout. Il se fait avoir systématiquement. On lui refile Léa, qu'il ne voulait pas. Il fait Vayatel be'asher monim, vayachalef et maskurti aset monim, vayatel bi. Il m'a trompé 10 comptes, ça veut dire 100 fois il m'a trompé. Il me changeait les conditions du salaire à longueur de temps. Et Yaakov est complètement balayé devant le personnage de Lavan, complètement. Sauf qu'il s'en sort avec gloire, simplement parce qu'Hachem va l'aider. Mais disons, mais par lui-même, ce pseudo-expert de Yaakov est complètement avalé, phagocyté, je dirais, par le personnage de Lavan. Tiens, c'est intéressant. On a deux personnages qui sont qualifiés de rusés tous les deux. On emploiera à peu près les mêmes termes pour l'un que pour l'autre. Sauf que dans Esav, on penchera plus sur le côté de la chasse, parce que lui, c'est un homme qui capture. Et Lavan, ça va être un petit peu différent, parce que ce n'est pas quelqu'un qui sort. On n'a pas l'impression qu'il sort beaucoup. Il ne chasse sûrement pas. Mais à cela près, l'un se fait complètement avoir dans les joutes qui sont importants, dans les défis importants. Et je veux dire que Yaakov par rapport à Esav, alors que dans l'autre sens, par rapport à Lavan, il s'imagine qu'il va être quelque chose et il ne fait pas le poids d'aucune façon par rapport à Lavan. D'accord? Bien. Il y a aussi à remarquer, quand on veut mettre en parallèle la confrontation avec Esav et celle avec Lavan, il faut remarquer que l'histoire avec Esav est systématiquement en Eretz. L'histoire avec Lavan ne se déroule que en Galout, en Chutz La'aretz. N'est-ce pas? C'est-à-dire, Esav, première période de la vie de Yaakov, Yaakov est confronté au personnage de Esav, première phase. En quittant Be'er-Sheva, il s'enfuit de devant Esav. C'est fini Esav, on n'en entendra plus parler pendant plus que 20 ans. À ce moment-là, il va en Chutz La'aretz et il sera confronté à un personnage qui s'appelle Lavan. Il ne connaît Lavan que du jour où il va en Chutz La'aretz et arrête d'avoir le moindre contact avec Lavan le jour où il quitte celui-ci, où il rentre de nouveau en Eretz. Deuxième phase de sa vie. Troisième phase, dès qu'il arrive en Eretz, hop, revient le problème de Esav. Certainement avec une maturité qui est plus grande, c'est-à-dire que Yaakov a été mûri par l'exil, certainement il a évolué, et là où il évitait son frère et il avait peur de son frère, à son retour de chez Lavan, il accepte de l'affronter. D'accord? Il y a eu un progrès, il y a eu une maturité chez Yaakov. Il n'en reste pas moins que c'est en Eretz que va se poser le problème de Esav. On est d'accord? Bien. Esav en Eretz, Lavan en Chutz La'aretz. Première remarque. Deuxième remarque, c'est que le problème de Yaakov et d'Esav, c'est toujours un problème qui tourne par rapport au père.
par rapport à Yitzhak. C'est-à-dire obtenir de Yitzhak, qui est le successeur de Yitzhak, rouler Yitzhak. Rivka intervient souterrainement et génialement dans l'histoire de la vente du droit d'aînesse, mais il n'y a rien. Et ça peut-être confie ses beaux habits, il a plus confiance dans sa mère que dans ses femmes. Tout ça, c'est bel et bien. Et je veux dire, mais le personnage de Rivka n'est pas un enjeu de la lutte qui oppose Yaakov et son frère. C'est que Yitzhak qui est le successeur de Yitzhak. Ouais, Yitzhak aime Esav, Yaakov va se mesurer à cela. Va essayer de montrer qu'il est à la hauteur de la compétition. Bien. C'est que, voilà, entre parenthèses, c'est intéressant, mais je ne vais pas développer, on serait d'ailleurs assez incapable pour le moment, que les deux mitzvot qui constituent le mérite de Esav se trouvent là. Esav, pourquoi est-ce que Yaakov a peur qu'il y a Ré Anioto, j'ai peur de lui, quand il va le rencontrer, il dit j'ai peur de lui, c'est j'ai peur des deux mérites qu'il a, d'avoir fait Kibud Avvahem, d'avoir honoré ses parents, c'est-à-dire très principalement Yaakov, et Yitzhak, pardon, et le mérite d'habiter en Chutz Haaretz. Le Marzou, là, le commentateur du... d'avoir habité Eretz, oui. Alors, je suis à Purim pendant toute l'année. Donc c'est le seul moment où je sais très bien qui c'est Haman et qui c'est, je ne sais plus qui, Mordechai sans doute. Alors, je les confonds. Dès qu'il y a des confusions à faire, je suis là. Alors, les deux mitzvot qu'il a, le Marzou, il explique, c'est un des commentateurs du Midrash, il dit parce que Kiare Ani Oto, je le crains, pas Yariatu Mimeno, il dit pas j'ai peur de lui, mais j'ai peur de Oto, de sa personne. C'est-à-dire, il y a une mitzvah de Yareta et Hashem Elokecha, qui dira Mimeno, tu auras peur de lui. On a une crainte d'Hachem de deux ordres. D'une façon, on craint Hachem à cause de sa grandeur, donc c'est le personnage, si l'on peut le qualifier ainsi, d'Hachem, qui est tellement impressionnant, qui nous écrase de son infini, n'est-ce pas? Ça c'est la peur. Et on a peur de lui, Mimeno. C'est-à-dire, il y a des psukim dans lesquels on dit, tu craindras de lui, c'est-à-dire, fais attention, si tu désobéis, tu vas payer, et ça sera lourd, n'est-ce pas? Donc, c'est deux choses. Alors, par rapport à Esav, on aurait attendu de voir que Yaakov déclare, j'ai peur de lui. Il ne dit pas, j'ai peur de lui, je le crains, je crains lui. Il y aurait auto, c'est-à-dire que c'est le personnage de Esav à une certaine grandeur, et c'est ça qui me fait peur, c'est ça qui m'impressionne chez lui. C'est pour ça que le Midrash va chercher les deux mitzvot. Mais c'est une parenthèse pour dire que, en vérité, ces deux éléments-là, caractéristiques de Esav, font la différence avec Lavan. Le premier élément dont on a déjà parlé, c'est que la confrontation avec Lavan ne se passe qu'en Chutz La'aretz. Le deuxième élément, qui me semble déterminant, c'est que Lavan est toujours et systématiquement relié à Rivka, à la mère de Yaakov. Toujours. Ouais. C'est-à-dire, si une fois on voit c'est son frère, le frère que Yaakov se présente comme le frère de Lavan, pas du tout. Rien de tout cela. D'accord? Alors, par exemple, Vaïkacher Ra'a Yaakov et Rachel bat Lavan achi imo, vetzol Lavan achi imo, Vaïgash Yaakov agel et Even me'al pi habe'er, Vayashk et tzon Lavan achi imo. Mais il y a d'autres endroits, je ne vais pas vous les chercher, je les connais un peu, mais bon. Ce fut lorsque Yaakov vit Rachel, fille de Lavan, frère de sa mère, on le sait, on nous l'a dit déjà à la fin de la parachate précédente, à la fin de Todot, c'était Rivka qui avait peur pour son fils, qui était menacé par Esav.
Il dit, ben, tu vas chez mon frère, donc on le sait, on le sait de Parchat, je ne sais pas moi, Chaï et Sarah, du mariage, avec Rivka, on savait très bien que Lavan, etc. Et qu'on sait que Rivka, elle vient de cet endroit qui est la sœur de Lavan. Non, mais qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? On ne veut pas nous donner une information biographique qu'on connaît déjà, qu'on a déjà vu 3 fois. Mais on veut insister que qu'est-ce que ça représente pour Yaakov, Lavan? Rachel, c'est la fille de Lavan. Lavan, Achimo, frère de sa mère. Et le troupeau, Tson Lavan, Achimo, frère de sa mère. On le sait. Vaïgash Yaakov, etc. Yaakov s'approche, il fait rouler la pierre, il fait sauter la pierre qui bouche la source et abreuve le troupeau de Lavan, Achimo, encore une fois. Ça veut dire que chez lui, il y a comme ça Lavan, c'est sa mère, quoi. C'est le frère, le côté masculin de sa mère, quoi. Systématiquement, c'est la mère. Bon, c'est pas les seuls mots. Jamais le père n'apparaît dans cette compétition. Hein? C'est Lavan, le frère de sa mère. On dirait, qu'est-ce que ça change? On verra. D'accord? Alors, juste pour le moment, on dira que Yaakov, par rapport à Esav, c'est en Eretz, c'est le problème de triompher comme successeur du père. Yaakov, par rapport à Lavan, c'est un problème de la galoute, c'est un problème de Chutz La'aretz, c'est un problème dans lequel c'est la mère qui est en jeu. D'accord? Bon. Maintenant, si vous interrogez, vous voulez savoir, mais qu'est-ce qu'ils sont l'un par rapport à l'autre? Ça veut dire, est-ce que le couple, donc on a 2 couples, n'est-ce pas? 2 couples, le couple Yaakov, Lavan, Yaakov et Esav. Est-ce que ce sont des couples de même nature? Oui. Alors, je dirais non. Pourquoi? Parce que quand vous présentez le couple Yaakov et Esav, on dira que c'est des jumeaux, d'accord? Mais que chez Zekam et Nophel, qui sont des vases communicants, où le homme l'iematz, l'un tire sa puissance de l'autre. C'est-à-dire, c'est des vases communicants que c'est au détriment l'un de l'autre, ils se construisent que l'un au dépend de l'autre. On ne peut pas avoir et être, on ne peut pas être en même temps Yaakov et Esav. Il y a une compétition dans ce qu'ils représentent qui font que le triomphe de l'un est basé sur la chute de l'autre. N'est-ce pas? Bon. Et ils sont ensemble. À un certain moment, Rivka, quand elle entend les menaces de Esav sur Yaakov, elle dit, il faut que tu t'enfuis d'ici. Elle dit, Lama eshkal shnechem yom echad. Pourquoi perdrais-je les 2 enfants le même jour? Rashi là-bas, il dit, Nizreka baruach hakodesh, elle a comme ça une inspiration divine que les 2 ils vont mourir le même jour, le jour de l'enterrement de Yaakov, ça sera le jour... Bon, je pense que c'est plus simple que cela. Je pense que simplement la nature même de la relation qui est entre Yaakov et Esav, ça implique que les 2, quand l'un il meurt, les deux sont morts. Vous savez, il y a toujours dans la littérature, Stevenson, il était un spécialiste comme ça, le maître de Ballantrée, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, beaucoup d'ouvrages de Stevenson, L'île au trésor. Ouais, vous connaissez sans doute L'île au trésor, mais il y a beaucoup écrit comme ça sur les frères jumeaux, comme ça, le jumeau, là, le côté pile et le côté face. Ouais, bon, mais on perd les 2, quoi. L'un est tellement construit par l'autre, est tellement lié à l'autre, que ça ne peut être que celui que chez Zekam, Zénophel. Un, il se redresse, l'autre, il tombe. L'autre, il se relève, c'est lui qui tombe. N'est-ce pas? Bon, donc c'est des jumeaux construits l'un au détriment de l'autre, qui se construisent l'un par l'autre. Bien. Maintenant, si vous allez essayer de savoir qu'est-ce qu'il en a avec Lavan, alors à un certain moment, il dit Achi. Hein? D'abord, c'est le frère de sa mère. On l'a assez vu, n'est-ce pas? Mais il y a quelque chose de, je trouve, très extraordinaire.
Vayomerlo. Alors, bon, une seconde d'abord. Le frère de sa mère. Le frère de sa mère. Ça vous dit quelque chose? Le frère de sa mère. Le frère de sa mère. Quand tu t'es marié, tu as regardé qui? Ta femme. C'est un tort. Après, tu as des mauvaises surprises. Qui est-ce que tu aurais dû regarder? Le frère de sa mère. Le frère de sa mère, exactement. Pourquoi? Rov banim domim la imam. Hein? Je dis pas que tu as eu tort, hein, je ne connais pas ta femme, je te connais vraiment à peine. Tu as sûrement Mazel Tov, voilà, très bien, une bonne alia et tout se passe bien. Voilà. Mais c'est pour dire que comment est-ce que tu fais un chidour? Alors, qui tu prends des renseignements? C'est un petit peu difficile d'avoir des renseignements sur la femme. De façon générale, de toute façon, c'est difficile dans les shidourim parce que les gens, c'est là-dedans qu'ils sont très vertueux, ils croient que c'est un moment où il ne faut pas faire du lachon hara, alors que c'est à peu près la seule occasion dans laquelle il faut vraiment en faire, ou au moins être précis. Donc si vous voulez vous interroger quelqu'un dans un shidour, sachez, ça c'est quelque chose qui vient de ma femme, posez des questions précises. Ne demandez pas est-ce qu'il est gentil, ils sont toujours gentils avant. Est-ce qu'il est sympathique? Il est toujours sympathique avant. Ce genre d'enquête ne veut rien dire. Vous tombez rarement sur quelqu'un qui dit ce qu'il pense et c'est pas tellement facile. Donc, posez des situations, des questions précises. Comment est-ce qu'il range sa chambre à la yeshiva? Oui, ça donne une idée, on ne sait pas, je ne pense pas de mal de lui, mais ou qui est-ce qu'il fréquente? Vous voyez, des questions comme ça, c'est le genre de questions sur lesquelles on ne peut pas dire il est sympathique et souriant. Hein? Bon, quoi qu'il en soit, le problème est moins difficile pour se marier pour un garçon que ce qu'on pourrait croire. C'est qu'il doit s'intéresser au garçon plutôt de la famille, au frère de sa mère. Pourquoi? Parce que la plupart des enfants ressemblent au frère de la mère. Tiens donc, le frère de sa mère, la plupart des garçons ressemblent au frère de leur mère. Ça ne m'étonnerait pas, si c'est comme ça, que Yaakov, c'est affreux à entendre, c'est pas très religieux ce discours, pas payé pour faire de la religion non plus, hein, que Yaakov, ce serait un Lavan bis. Hein? Imaginons qu'on ne parle pas pour ne rien dire, hein, et que quand on tombe dans un cas de frère, vous me direz, mais Esav aussi, oui, mais Esav, c'est pas très difficile de savoir qui lui ressemblait, oui, mais Yaakov, c'est peut-être un tout petit peu plus étonnant, d'accord? Donc, vous retiendrez qu'a priori, je dirais que Yaakov, c'est un deuxième Esav. Deuxième Lavan. Un deuxième Lavan, pardon, évidemment. Un deuxième Lavan, oui. Maintenant, il y a encore plus intéressant que ça, encore plus intéressant. Et je vais faire appel à vos connaissances. Donc, il accueille Yaakov à bras ouverts, si l'on peut dire, parce qu'il n'a vraiment pas le choix. Hein? Vayomer le Lavan. Bon, il cherchait, il le palpait de tous les côtés, il lui fait les poches, il lui fait la bouche, il lui fait le porte-monnaie, il lui fait tout. Enfin, il connaît déjà ça a l'air des juifs polonais. Vous connaissez les juifs polonais? Quand il arrive, il voit avec toi un petit peu, il connaît à l'arrivée 50 km derrière, il connaît toute ta vie mieux que toi-même. Oui, ben c'est Lavan, c'est un peu ce style-là. Vous connaissez, il l'interroge, il sait truc, tout de suite le prix de sa maison, est-ce qu'il est en location, combien que ça coûte, combien il y a de pièces, combien il y a d'enfants, s'il y a des enfants à marier, combien que ça rapporte. Oui, bon. Alors, vous voyez ici, Lavan, ayant tout de suite fait tous les portefeuilles, les poches, tout ça, il dit, même Achatzmi psariata. Je dis, bon, à défaut d'autre chose, mais t'es la famille. Bon, c'est un accueil enthousiaste, n'est-ce pas? Bon. Mais j'étais stupéfait de la façon dont il le dépeint. Regardez ça. Vayomer lo Lavan, Lavan lui dit, Ach atzmi ou besariata. C'est peut-être moi-même. Moi j'aurais dit, tu es mon os et ma chair. Ça vous dit quelque chose, ça? L'os et la chair? Laurent? Mais si. Une côte. Comment? La côte. Bah évidemment, c'est la femme, c'est pas la côte. Hein?
Chava, évidemment. C'est la femme, c'est pas Chava, c'est plus que ça. N'importe quelle femme. Atmi ou besariat. Hein? Zot apam, etzem me'atsamai ou basar mi besari. À présent, c'est un os de mes os et la chair de ma chair. C'est un morceau de moi. Alors, tiens, alors c'est où là? Ça devient un petit peu compliqué là. Alors, Lavan décrit Yaakov comme sa femme. Hein, vous n'avez pas peur? Oui? Bon. Un autre lui-même, un frère, il lui dit d'ailleurs, Vayomer le Lavan, le Yaakov, Hachi Hachi Ata, Tani Chinam. En fait, tu es mon frère, tu vas pas me travailler, tu travailles pas pour rien non plus. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux pour ton salaire? Et c'est là qu'il va lui dire qu'il voudrait Rachel, n'est-ce pas? Mais il le décrit comme son frère. Mais un frère qui est lui-même, un second lui-même, qui est sa femme, je dirais. Bon, maintenant, les gens qui ont l'esprit tellement tordu, quand même la gauche, il faut quand même qu'il ait fait avancer la France. Elle n'a pas pu la mettre la France dans la crise plus que ce qu'elle était avant, mais il s'est quand même débrouillé pour mettre la France encore plus bactère du point de vue des midotes et des comportements trucs. Ça, ils sont vraiment, il y a des réussites, quoi. Quelque chose, ils ont marqué leur temps. Alors, mais on était avant cette époque. On était avant cette époque-là. Avant cette époque-là, alors donc on dira simplement c'est le même côté féminin, je dirais, hein, cette parenté qu'il y a entre Yaakov et Lavan, il s'agit du même, Yaakov étant le côté féminin de Lavan. On est bon? Voilà. Beaucoup avancé, hein. Il y a une Gemara qui dit, Psachim Pezaï, un mot de bête, il dit comme ça. Pourquoi est-ce qu'on a été exilé en Bavel? Plusieurs raisons sont données. Une des raisons, il y a 4 raisons là-bas, je crois. Une des raisons, leur langue est proche du Lachon HaKodesh. Et ça s'appelle, il les a exilés El Eretz Bene Iman, dans le pays de leur mère. Machal le Ma'ad Avardomé, à quoi ça ressemble? À un mari qui se fâche avec sa femme et dit retourne chez ta mère. Ils sont allés en Bavel, dans la langue, oui, quelle langue c'est en Bavel? L'araméen. Oui, aramie, oui. L'araméen. Talmud Bavli, c'est l'araméen, oui. Dans le pays de leur mère. Le pays de leur mère. Oui. Ce qui voudrait dire que Avram Avinu, entre parenthèses, il est passé de Av de Aram à Av Amon Goïm. Ça pas simplement qu'il y a une accession comme ça, qu'il a progressé et qu'il a gagné du grade, parce que là, il était que le pays d'un petit peuple, et maintenant ou d'un peuple, et maintenant il devient le père de l'humanité. Mais avant, il était le père du côté de la mère, de la matrice, d'Aram, c'est le pays de leur mère, oui. Et maintenant, il va devenir celui qui donne du sens à tout le monde, c'est ce côté masculin, oui. C'est tout à fait, chez Avram, c'est pas simplement en étant un roi d'un pays, il est devenu roi du monde. C'est beaucoup plus profond que cela, mais je ne vais pas maintenant parler sur l'araméen. Mais l'araméen, c'est une langue qui à la fois est décrite comme plus proche que toutes les langues et comme moins proche que toutes les langues. Parce que toutes les langues, elles sont structurées, c'est une structure du langage, c'est une chorma les langues, oui. Alors que l'araméen, en cela, on dit plus proche que n'importe quelle langue, par rapport à la Lachon de Kodesh, et inférieure aux langues, parce que c'est la langue maternelle. Et la langue maternelle, ça veut dire que c'est un vécu qui est extrêmement fort, c'est un langage, c'est une expression
d'un vécu qui est extrêmement fort, qui est très proche de notre langue finalement d'aboutissement. On parle dans notre vie, on passe de parler, de trouver ses mots, de trouver son langage à partir de d'être formé du côté de sa mère et de s'exprimer, de trouver les mots. Ça sera le domaine de la culture, de l'éducation du père, mais le langage maternel est un langage extrêmement commun, c'est un langage c'est ça ce que ça veut dire, que tous les grands hommes dans l'histoire, vous verrez que c'est tout, ça vient tous d'Aram, que Avram il soit défini comme ça, et que Bilam il est défini comme ça, que Lavan il est défini comme ça, que Yaakov est défini comme ça. Quoi qu'il en soit, je referme la parenthèse. Pourquoi j'ai dit ça? Pour dire que chez Lavan, ce qu'on va affronter, c'est le côté maternel. Oui? Bien. C'est ça que je retiens de cette histoire-là. Yaakov, si vous le comparez au Havot, il a quelque chose d'assez spécial. Sa avoda. Comment est-ce qu'il sert Hachem? Ouais. Comment il sert Hachem? Il sert Hachem où il le sert. De quelle façon il le sert? En dormant à l'endroit du Beth Amikdash. En dormant. L'endroit du Beth Amikdash, c'est le début de notre paracha, qu'il a dormi, Vayalen Sham, qui va Hashemesh, Hachem l'a fait dormir à l'endroit du Beth Amikdash. Il dort là-bas. Yitzhak, qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Hein? Lui-même personnellement, Yitzhak, c'est la tfila. Vayetse Yaakov la soir basadé, le sadé dans lequel il allait, c'était l'endroit du Beth Amikdash. Ouais. Avram, qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Hein? La Akeda. Oui, oui. Mais il y a un paradoxe. D'abord, il y a un étonnement, certainement, que dire que Yaakov, il a pu dormir à l'endroit du Beth Amikdash. C'est un petit peu curieux que ce qu'Hachem il attendait de Yaakov à l'endroit du Beth Amikdash, c'est qu'il dorme. Hein? C'est un peu bizarre. Abraham Avinu, il fait la Hakeda, il a fait des actes extraordinaires. Yitzhak, c'est le domaine de la parole. Et Yaakov, c'est un domaine encore plus fondamental, plus profond dans l'homme, c'est dans le subconscient. Quelle est ta relation par rapport à Hachem dans ton sommeil? Ça veut dire qu'on teste le fond de la personnalité de Yaakov, qui dans son sommeil, il voit une échelle, il voit le Vezéchar Hashamaim, il voit d'une façon passive, alors que quand vous allez décrire la prière de chacun, là il va s'appeler Amida, et la Makom Asher Amacham, Avram, sa prière c'est la Amida, Yitzhak, c'est Vayetse, il sort, et Yaakov, encore plus fort, va Yivga, Bamakom, il rentre dedans dans l'endroit. Je veux souligner juste un paradoxe, qu'il y a une progression dans les Havot qui veut dire comme ça, que Avram c'est l'homme du matin, oui, un homme actif, un homme de la Avoda, il est actif, mais son impact, si vous voulez, c'est juste une amida, ça veut dire il se tient devant Hachem, c'est considérable, et c'est tout à fait nouveau dans l'horizon de l'époque, oui. Yitzhak, c'est déjà quelque chose qui est de l'ordre de la parole, de la tfila au même endroit, oui. La tfila, c'est la tfila de Mincha, c'est pendant la journée, ça je dirais là-dessus, et c'est déjà Vayetse, et c'est déjà quelque chose d'actif par rapport à Hachem, alors que Yaakov, qui est le plus passif, en vérité le plus profond dans sa façon de servir Hachem, puisque c'est même à travers ses rêves, à travers son sommeil, qu'il voit une apparition d'Hachem, et ça s'appelle Vayiv Gabamakom, cette tfila, qui est la tfila de la nuit, de Harvit, donc de la nuit où l'homme n'agit pas, l'homme était tellement élaboré que lui-même devient le lieu même de la Avoda. Vous voyez? Bon. Ce que je veux dire par cela, je ne veux pas faire un cours sur la tfila, de dire que Yaakov, où il se situe?
dans la passivité. Son action, elle est fantastique, mais c'est quelqu'un qui dort à l'endroit du Beth Amikdash. Une chose très étonnante de Yaakov, très étonnante, c'est que Yaakov, vous avez certainement remarqué, n'intervient pas pour donner le nom à ses enfants. Vous avez remarqué? Les femmes se disputent, ou ne se disputent pas, elles donnent toujours les noms, sauf pour Lévi, c'est toujours les femmes qui donnent le nom. Et plus que cela, elles donnent des noms qui ne sont pas très honorables et flatteurs pour Yaakov. Parfois, il ne réagit pas. Kira'a Hachem etoni. Rouven, Léa a appelé son fils Rouven, Hachem il a vu ma misère. Shimon, Hachem il a entendu que je suis haï. Regardez cette grandeur extraordinaire de Yaakov, que c'est un homme de vérité. On va dire d'abord, il intervient. C'est les mères, il leur laisse, il est mené. Très étonnant, hein. Il est mené en bateau, quoi. Il est levé par Lavan, il est mené par ses femmes, et puis il ne réagit pas. Il ne réagit pas, c'est un truc absolument incroyable. Mais zut, d'abord c'est au père de donner les noms, ou alternativement on va donner les noms. Ouais, il y avait des gens qui pensent qu'il faut que c'est une alternance, une alternance de le nom du père et le nom de la mère. Bon, c'est basé sur quelque chose dans des parachutes qui viendront. Et même quand le nom est négatif chez lui, c'est quelqu'un il n'intervient pas. Oui. Ou bien Yaakov, il a appelé l'endroit Baït. Il a appelé l'endroit Baït. Il est comparé à la lune. Oui, toujours, Yaakov, il est féminin. Le clan Israël est comparé par rapport à l'ensemble des nations à quelque chose de féminin. Ça, c'est Yaakov. Yaakov, qui est en pays féminin, c'est Lavan, c'est Chutz Haaretz. Tariag mitzvot shamarti. Et ça veut dire, les 613 mitzvot, je les ai shamarti, c'est l'otassé. Je les ai respectés. Il n'est pas actif. Shamarti, c'est aussi les femmes, mitzvot l'otassé, shamarti, c'est féminin. Donc Yaakov est vraiment un personnage féminin. On va un tout petit peu avancer. Est-ce que vous n'êtes pas perdu? Ça va à peu près? Vous suivez? Ça marche? Oui, bien. Bon. Qu'est-ce que je suis en train actuellement de vouloir amener? Je cherche à vous dire que la rivalité qu'il y a entre Yaakov et Esav, c'est une rivalité masculine. C'est le côté masculin de Yaakov, une compétition par rapport à son père dans le pays en Eretz. C'est ça ce qui se passe par rapport à son opposition à Yaakov, à Esav, pardon. Alors que Lavan, ça va être dans le domaine passif, là où les Juifs sont soumis, dans ce monde féminin, qu'il va donner sa mesure. Mais dans le monde féminin, il y a quelque chose de très marquant. Vous avez déjà remarqué peut-être que Lavan, il est nul. Vous savez qu'il est nul? Enfin, à mon avis, il est nul. De quel point de vue? Il est incapable de faire de la fortune. Quand Yaakov arrive chez lui, Hamat Asheria, il dit, j'avais rien avec, quand tu es arrivé, rien du tout. Il a que des filles. On n'est pas nul parce qu'on a que des filles. Hein? Bon, mais il faut quand même mieux avoir quelques enfants quand même. Hein? Bon, alors, mais il a que des filles. Sinon, ce serait certainement pas Rachel qui garderait les troupeaux. Et il a rien du tout comme troupeau. Lui-même, parce que lui, il fait rien. Ah, mais c'est un gars qui s'y connaît, il est très fort. Il est très fort. Il roule tout le monde. Il roule tout le monde, il se débrouille bien. Qu'est-ce qu'il a? Eh ben, il a bien compris que la source de toute sa richesse, c'est Yaakov. Donc il est en train de cajoler Yaakov à condition qu'il reste chez lui. Hein? Bien.
Et comment il agit? Mais du côté féminin, Nichashti, Marbe, Marbe Shim, Marbe Shafim, la sorcellerie, la divination, tout ça, c'est féminin. Oui, Mechashefa Lotechaye, une sorcière, tu la laisseras pas vivre. C'est pas parce qu'un sorcier, tu dois le laisser vivre, mais la Torah s'exprime en féminin, parce que les femmes ont plus de tendance à la sorcellerie. Le nichouch, la divination, c'est quelque chose de... Pourquoi? Parce que les femmes, étant donné qu'elles sont passives, elles ont un besoin de dominer les éléments, d'avoir prise sur le réel, parce que le réel, ça c'est le domaine des hommes, ça veut dire le domaine de l'action. Hein, c'est un cours qui date de quelques années, n'est-ce pas? Bon, c'est-à-dire que maintenant, on dirait non, les femmes, c'est des hommes. Oui, bon, c'est plus que c'est que des femmes maintenant, puisque tout le monde, les femmes, elles font du poids et haltère. Alors ça c'est extraordinaire, c'est la plus grande conquête du XXe siècle, c'est que les femmes aux Jeux Olympiques, elles font du poids et haltère. Baruch Hashem, c'est extraordinaire. J'ai déjà compris, les femmes, c'est des hommes. Maintenant, je me demande, c'est quoi une femme? Peut-être les hommes sont devenus des femmes, ça c'est tout à fait possible. Mais on se demande, alors qu'est-ce que c'est les femmes? Il en reste plus, c'est des hommes. Ouais, grutier. Ah, ça c'est un métier de femme. C'est la capacité des femmes, ils ont conquis le droit de faire fonctionner les grues. Ah, ça c'est vraiment une conquête. Ils méritent le prix Nobel, la femme qui fait fonctionner une grue. Ça c'est bouleversant. Bon, où sont les femmes? On ne sait plus. Mais normalement, disons, une femme, c'est la maison, c'est la chaleur, c'est tout ce qu'on veut. Bon, pas les poids et haltères et les grues. Hein. Comment? Une grue, ça a peut-être besoin de... Quoi, c'est la chaleur humaine. Un poids et haltère aussi, c'est sensible. Oui, sûrement. C'est sûr, peut-être que la grue, elle sert à soulever les poids et haltères. Ça, c'est le nichou, c'est les trucs pour soulever des poids. Quoi qu'il en soit, ce côté-là, pourquoi le côté sorcier, divination et tous ces magies et tout ça, pourquoi c'est tellement féminin? Parce que c'est le propre d'êtres qui dépendent dans le monde actif, il est aux mains des hommes. Donc la femme, elle a quelque part besoin miroir, elle a besoin toujours de trucs pour arriver à être en prise, en phase avec le réel dont elle a priori, elle n'est pas le personnage central. Comprenez? Bon, donc, Lavan, c'est exactement cela. Il n'est pas quelqu'un qui agit. Oui? Il ne connaissait pas encore les grues à l'époque. Oui? Donc, il ne savait pas quoi faire. Il était nul du point de vue. Mais alors là où il est très très fort, alors ça c'est les discours, ils sont extraordinaires. Mais pourquoi tu m'as pas dit que tu partais, cher Yaakov? Je t'aurais accompagné avec l'orchestre. Ouais, il lui dit ça. Et le discours parallèle, les filles disent même notre dot, il nous a volé notre dot. Mais Shirim ou même Cholot, je t'aurais accompagné avec des chants et avec des chants et des danses pour t'accompagner. Zama, il veut lui faire la peau. Mais la réalité, il a tout pris, tout ce qu'il peut arriver à prendre, il prend. Juste un petit point sur ce côté-là de Lavan. On dit à propos de Lavan, comment est-ce qu'il est dépeint? Quand Yaakov le quitte, à la fin de la paracha de Vayetse, comment c'est marqué? Vaikem Lavan baboker, vainachek levan avelim notav, vaivrachetem. Lavan se lève de bon matin, il embrasse ses fils, ses petits-enfants, et ses filles, et les bénit. Vayeler vayashov Lavan limkomo. Il retourne à son endroit. Comment c'est marqué pour Esav? Vayashov Esav bayomahu el darko, c'est ira. Il y a Esav, c'est quelqu'un qui marche, qui avance. Après la rencontre avec Yaakov, comment c'est marqué? Il retourne à son chemin. C'est un homme qui avance. C'est un homme. On le définit comme un homme. C'est-à-dire quelqu'un qui avance dans la vie. Sans rentrer dans les options morales du personnage. Mais Yaakov, Esav, il est décrit que
à un certain moment, il a eu comme ça un petit peu de moralité ou un désir de rapprochement, de fraternité avec Yaakov. Cette page vite tournée, il revient vers son chemin. C'est un homme qui avance. Lui, c'est son endroit. Regardez, c'est le monde de l'homme et le monde de la femme. Donc, ce que vous rencontrez dans le domaine en Chutz La'aretz, là où on est passif, c'est le côté féminin. La tentation dans ce monde, c'est une tentation de tricher avec l'histoire, de faire que quand on est impuissant de réaliser par soi-même, de prendre tous les trucages et les stratagèmes pour réussir. Ce qui se passe chez Esav, c'est pas du tout la même chose. C'est la ruse au service de l'action. C'est être un chasseur, d'arriver... Donc, c'est deux ruses, mais une ruse que je dirais une ruse masculine et une ruse féminine. Il y a une ruse masculine qui est que dans la vie, on a des obstacles, on avance, on crée de la richesse, etc. Là, il faut du savoir-faire, il faut des stratagèmes et tout. Le personnage de Esav est un personnage de cet ordre-là. C'est quelqu'un qui est le Darko, c'est quelqu'un qui est en mouvement, c'est quelqu'un qui avance, c'est quelqu'un qui conquiert, c'est quelqu'un qui est riche par sa propre action. Ça, c'est le personnage de Esav. Et donc, ce qu'on parle de ruse à son propos, c'est simplement que pour conquérir le monde, il ne faut pas être trop moral. Oui, mais vous verrez, Esav n'est pas un personnage foncièrement amoral. C'est un personnage qui, chaque fois qu'il a le moindre intérêt à tricher, et il ne va jamais se gêner, c'est sans vergogne, il n'a aucun problème de tricher. Mais Esav a toujours des références morales. Il se repère à son père, il va essayer d'imiter son père. Mon père, il s'est marié à tel âge, et c'est comme ça, et ça ne plaît pas à papa, etc., etc. Esav begematria shalom, il se présente avec un discours de paix. C'est-à-dire que c'est un homme qui est dans la morale. Il est dans la morale, mais elle ne constitue jamais pour lui un obstacle pour avancer. Pourquoi? Parce que dans les mondes des affaires, si tu commences à être trop doux, tu te fais bouffer. C'est bouffer les autres ou se faire bouffer soi-même. C'est la moralité, si vous voulez, du combat pour le monde masculin. C'est une moralité qui exige qu'un homme, il regarde. Mais ce n'est pas une absence de morale. Chez Lavan, il y a un manque total c'est un être amoral. C'est quelqu'un qui peut dans la même phrase dire « mais je t'aurais accompagné, je t'aime tellement » et que nous savons en vérité que c'est parce qu'Hachem il a protégé Esav qu'Esav il se sort, il a protégé Jacob, pardon, c'est parce qu'il l'a protégé qu'il s'en tire. Parce qu'il a menacé Esav, « Vishamer locha, midaber el Jacob, itovadra » Commence pas à parler avec lui. Tu n'engages pas la conversation, ni du bien. Il veut pas de ton bien, il veut pas de ton mal, il veut même pas de ton bien. Tu commences pas avec lui. Le malach l'a menacé. D'ailleurs, il le dit. S'il n'y avait pas eu le malach, ça aurait mal tourné. Alors, et c'est un homme qui est sans scrupule tout le long. Pourquoi? Il n'a pas de scrupule. Parce que lui, il est dans le monde d'essayer d'intervenir sur l'histoire comme tous les gens qui essayent de... Alors, vous savez, qu'est-ce que ça vous rappelle? Il y a un verset avec Tam ou avec Tamim. Quel est le verset avec Tamim? Ça vous dit quelque chose? Hein? Tamim tiem Hashem Elokecha, tout à fait. C'est à propos de quoi qu'on dit Tamim? Sois entier, sans arrière-pensée avec Hashem. Contre la divination, tout à fait. C'est dans Parshat Shoftim. Tu viens dans la terre qu'Hashem te donne, n'apprends pas à faire comme les abominations. Il n'y aura pas chez toi ceux qui font passer leur fils ou leur fille par le feu, qui font de la divination, de l'interprétation, de la sorcellerie, etc., etc. Il y a une liste de choses, je ne sais même pas ce que ça correspond. Qui doivent Hashem kolosseile, etc. Tamim tiem Hashem Elokecha, tu sois entier, sans calcul. Rashi sur place. Tamim tiem Hashem Elokecha. Le verset... Hitalech imo bitmimut, avance avec Hachem, avec innocence, ou te tsapelo, et attends tout de lui. Velo tarkor acharatidot, n'essaye pas de ruser avec le futur, ne commence pas à te projeter dans le futur, à calculer comment réussir, comment, n'est-ce pas? Et là,
Kol ma sheyavu alecha kabel bitmimut. Ce qui t'arrive, tu dois l'accepter avec innocence, sans calcul. Ve'az tiyeh imo ulechelko, et alors tu seras avec Hachem, comme c'est marqué, tamim tiyeh im Hachem elokecha. Si tu es tamim, tu es avec Hachem. Donc, en vérité, de quoi est-ce qu'on nous parle ici? De Yaakov. Ce paradoxe que Yaakov, qui croit qu'il est en mesure de lutter contre Lavan, est absolument incapable. Il va se faire phagocyter, exploiter à mort par Lavan, et finalement il sort avec d'énormes richesses. Pourquoi? Jamais parce qu'il a triomphé de Lavan, mais parce qu'il est toujours resté dans le caractère féminin qu'il a le côté bien féminin, de subir les choses et d'être relié avec Hachem. Mais jamais de tricher avec la vie. C'est ça le tamim ti im Hachem elokecha. Il est im Hachem elokecha. Pourquoi il réussit? Parce qu'il est tamim. Il est tam par rapport à Esav. Il est tamim par rapport à Lavan. C'est-à-dire que dans le monde masculin, Yaakov n'utilise la ruse, mais pas en étant charif, le ruse. Ça veut dire, c'est pas une option chez lui d'être. Quand il faut utiliser la ruse, dans le domaine de l'action, là on peut, mais il n'est pas charif, c'est pas un spécialiste. Il manque nullement d'intelligence, il manque nullement de calcul et de savoir comment est-ce qu'il faut, etc. Mais il refuse d'avoir recours à quelque chose qui n'est pas nécessaire. C'est là où les règles du jeu sont que on doit agir par rapport à Esav, là il saura quoi faire, parce qu'il est tout sauf naïf. Mais il répugne à cela, il a une attitude, ça s'appelle Tam. Dans le monde de Lavan, le monde de Lavan est un monde sans aucune moralité. La seule chose que tu peux faire, c'est d'être le côté féminin ça veut dire passif dans le côté de Chutz, dans le côté passif, et attendre tout d'Hachem. Le refus de recourir à des artifices et des stratagèmes pour te sortir de ta situation de passivité qui te soumet aux aléas du monde, et alors tu seras avec Hachem Elokecha, et c'est pour ça qu'il s'en sort tellement avec honneur de chez Lavan. Donc vous voyez que j'aurais dit, si vous voulez, comme bilan de l'opposition, de la confrontation de Yaakov avec la ruse de Esav, et celui avec la ruse de Lavan, que Yaakov, c'est l'homme de l'homme, mais c'est la femme de la femme. C'est-à-dire, l'homme de l'homme, c'est-à-dire, c'est lui qui l'emporte dans une confrontation d'homme à homme avec un personnage de l'action, qui avance dans l'histoire, qui construit l'histoire, qui réalise des choses, qui réussit des choses, qui est riche. Oui, ça c'est avec le personnage masculin, lui triomphe du personnage masculin, il est plus homme que homme, là où le problème c'est le problème de l'action. À l'inverse, là où le problème est, il y a une espèce de tentation féminine de tirer les ficelles, d'agir, d'amoralité pour arriver à sauver sa part. Là-dessus, il est absolument pas, il est féminin là-dedans. Ça veut dire, c'est comme Lavan l'avait défini, c'est le même que Lavan, mais Lavan qui arriverait à ne pas, qui refuserait d'avoir recours à tous ces trucages, il est tamim et Hachem Elokecha. Voilà.